Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de juin et je vais vous présenter 3 petites sorties pour le mois de juillet qui m'intéressent, dont un que j'ai déjà précommandé et un que j'ai déjà acheté parce qu'on est début juillet quand je vous tourne cette vidéo. Ce mois-ci j'ai lu que 5 livres, mais ce qui est quand même pas mal par rapport à mon rythme de début d'année, et en plus de ça je suis maintenant officiellement en arrêt maladie et donc pour ma grossesse, bref. Et donc j'ai énormément de temps à tuer et j'espère bien mettre tout ce temps-là à disposition pour de la lecture. Chose que j'ai déjà pas mal commencé pour le mois de juillet et je suis très contente de ça. Au moins ça me fait oublier que les journées peuvent être longues puisque j'ai mon fils qui est toujours gardé tout cet été pour que je puisse me reposer. C'est la première fois que je filme juste après avoir mangé à midi. Je pense que ce sera la dernière parce que clairement, déjà que je me sens énorme à presque 7 mois de grossesse, c'est un enfer. J'ai commencé le mois avec Glow to the Everflame, qui est donc le tome 2 de Spark of the Everflame. J'avais adoré le tome 1, je crois que j'en ai beaucoup parlé sur mes autres réseaux. J'ai adoré encore plus, non pas vraiment plus, parce que le tome 1 c'était quand même assez particulier puisque je l'ai annoté pour l'envoyer à une amie et donc ça m'a plongé vraiment dans cette lecture d'une manière vraiment très différente de quand j'ai lu le tome 2. Mais cela dit, j'ai quand même énormément apprécié le tome 2, je viens de commencer le tome 3, mais ça je vous en parlerai juste après. Dans le tome 1, on va suivre Jem Bellator, qui est la fille d'une soignante au palais. Et quand sa mère disparaît, elle va décider de reprendre son rôle. Le problème, c'est que le palais est occupé par des descendants. Les descendants, ce sont un petit peu des faées. Et que Jem étant une humaine, elle est considérée un petit peu comme une moins que rien par rapport aux descendants. Elle va très vite se rendre compte que la disparition, enfin le départ de sa mère n'est pas là pour rien et qu'elle a beaucoup de secrets à cacher, et justement Jem va profiter de cette entrée au palais pour y découvrir beaucoup de secrets et surtout essayer de détruire en fait tout ce système de failles qui contrôle les humains. On est sur un livre avec énormément d'évolution, que ce soit déjà sur le tome 1 et sur le tome 2, et j'ai à peine commencé le tome 3 que je vois que ça continue comme ça justement à évoluer. C'est trop bien, j'aime tellement suivre les protagonistes dans leur évolution, voir comment elles ont commencé et comment elles finiront. Et cette saga a 4 tomes, donc c'est une quadrologie, quoi, je sais plus comment ça se dit, mais bref, c'est une saga à 4 tomes. Le 3e vient de sortir là tout début juillet et je pense que le 4e sortira d'ici la fin de l'année puisque ça a commencé, je crois, la sortie il y a moins d'1 an. Donc les 3 premiers sont sortis en moins d'1 an, donc je pense qu'on va boucler ça justement en 1 an. Cette saga est incroyable, je pense que ça fera partie de mes top sagas de l'année. Lisez-la, si vous ne la connaissez pas, vous allez absolument pas la regretter. Ensuite, j'ai continué en lisant Une couronne de fer et de lierre. Je l'ai lu parce que j'ai reçu le tome 2 en service de presse et donc on peut pas chroniquer un tome 2 si on n'a pas lu un tome 1. Ce livre est quand même assez sympa. On va parler d'une romantaisie, mais ça va pas être la romantaisie de l'année non plus. Je préfère ne pas vous vendre du rêve. Gemma est une fille de bourgeoisie qui a la chance de faire partie des familles qui ont été bénies des dieux et donc ils ont la possibilité de manier du pouvoir. Sa petite sœur fait partie des Roses, donc les Roses c'est une société qui combat l'espèce de brume où il y a des créatures, c'est assez énigmatique, en tout cas dans ce premier tome. Sa grande sœur, elle travaille avec son père et eux, ce qu'ils adorent, c'est faire des manigances pour justement destituer leur famille ennemie, les Basques. Et elle, Gemma, elle est au milieu. Et elle sert pas à grand chose à part organiser des balles. Justement, cette place du milieu, Gemma en a vraiment marre. Ah non, je me suis trompée, c'est Gemma la plus petite. Mara, c'est celle du milieu qui est partie avec les Roses. Gemma, cette place pour organiser les balles commence vraiment à l'ennuyer et un jour, elle va faire la rencontre de Taran qui va lui ouvrir d'autres possibilités. Il faut savoir que Gemma, elle, est allergique à la magie comparée à toute sa famille et donc dès qu'elle est proche et en contact direct avec la magie, elle est malade. Et Taran a le pouvoir de lui faire oublier tous ses maux et de la soulager. Ensemble, ils vont s'allier puisque il y a une prophétie, une malédiction
qui plane justement sur la famille de Gemma, et autant Taran que Gemma vont travailler ensemble pour justement pouvoir lever cette malédiction. Comme je vous l'ai dit, ce livre se lit bien, mais s'il y a bien une chose que je regrette, c'est le caractère de Gemma et la relation entre Gemma et Taran. Faut être honnête, hein, surtout au début, Gemma, elle est insupportable, elle est niaise, elle est même plutôt bête. C'est vraiment quelque chose que j'ai regretté, j'ai soufflé quand même pas mal, même si ça s'explique un petit peu hein, avec tout son passé, comment elle a grandi, etc. Heureusement, vers la deuxième moitié, ça commence à s'accélérer. Le livre est archi prévisible, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même une lecture assez simple, voilà, que vous pouvez sortir entre deux grosses fantaisies si vous voulez vous reposer le cerveau. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire personnellement. Ensuite, j'ai continué avec Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson, où là, on est pareil, sur un univers romantasy assez simple, mais plutôt situé dans l'époque des Vikings. Freya est une jeune fille qui est mariée de force à un homme, donc c'est un poissonnier, il me semble, quelque chose comme ça, bref, en tout cas c'est envers la pêche, qui a le pouvoir justement de contrôler un petit peu toutes les pêches, et donc il s'enrichit avec ce pouvoir-là. Un jour, le Jarl fait une visite dans son village et elle tombe un petit peu sur son fils et elle commence à se dire que son fils est plutôt pas mal. Sauf que voilà, le Jarl a une idée bien en tête, il veut forcer Freya à combattre son fils. Le fils du Jarl, c'est Bjorn, et lui aussi a un pouvoir, c'est-à-dire que lui, il a une hache qui est enflammée. Donc il a le pouvoir de la hache enflammée. Et du coup, Freya, elle sait qu'elle a presque pas de chance. Mais dans tous les cas, soit elle va combattre Bjorn, soit elle reste mariée à cet homme qui est absolument exécrable avec elle. Il se lance donc dans un combat, mais ce que Freya ne nous a pas dit, c'est que Freya, elle aussi, est bénie des dieux. Et son pouvoir, c'est le pouvoir du bouclier. En effet, ce pouvoir qu'elle a toujours caché fait d'elle une Skaldmo. Je crois que ça se dit comme ça, mais j'en suis pas sûre. Et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prophétie qui dit que les Skaldmo sont des sans destin et que le Jarl qui détiendrait la Skaldmo pourrait devenir le roi des Jarls. Le Jarl, qui se rend compte de ça, décide de casser le mariage entre le mari de Freya, et il décide d'en faire sa propre épouse pour pouvoir la détenir, la manipuler et devenir le roi de tous les Jarls. Bien évidemment, devinez qui va devenir le garde du corps personnel de Freya, c'est Bjorn. Et c'est là qu'il va y avoir un petit souci parce qu'on peut pas être marié au Jarl et être intéressé par son fils en même temps. En plus de ça, il va y avoir plein de défis, plein d'autres Jarls qui vont vouloir venir s'emparer de Freya pour justement avoir eux-mêmes ce propre pouvoir. Bref, c'est tout un complot, des enjeux politiques, chose que Daniel L. Johnson maîtrise à la perfection. Personnellement, j'ai adoré retrouver sa plume, c'est simple, c'est fluide, c'est facile à lire, on se prend pas la tête, on comprend rapidement où est-ce qu'elle veut nous amener, et pour autant, même si ça reste quand même assez prévisible, comme avec le pont des tempêtes, on passe un excellent moment. Ensuite, il y a eu bien évidemment la sortie de Onyx Storm de Rebecca Yarros, et j'en ai des choses à dire sur ce livre. Je vais pas vous en faire un résumé, je pense que si vous suivez les réseaux livresses, vous savez. Mais il y a des choses à dire sur ce livre, aussi bien en termes d'écriture que en termes de fabrication, que en termes de narration. Déjà, il faut sortir la loupe, c'est très petit, effectivement. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Deuxième point, la traduction. Elle est catastrophique. Clairement, sur les 30 premiers pourcents, on galère, on mouline, on patouche dans la semoule, bref, mettez toutes les expressions que vous voulez. C'est une torture à lire au début. Vraiment, je vous garantis jusqu'au chapitre 15, mais il faut sortir les rames. Hein. Et ensuite, troisième et dernier point, je pense que Rebecca Yarros a voulu amener le livre à un niveau qu'elle ne maîtrisait pas. Dans le tome 1, on est vraiment sur un univers hyper addictif où on se laisse transporter par la romantasy qui est vraiment au centre de l'histoire. Dans le tome 2, la romantasy, on voit qu'elle tire, mais elle a quand même des choses à dire dessus. Et je vous avouerai que la relation entre Xaden et Violette m'avait exaspérée. Mais il y avait tellement de possibilités derrière, en fait, à creuser, qu'elle a mis un pied dedans et je pense qu'elle s'est un petit peu empêtrée. Pourquoi? Parce que dans le tome 3, en fait, je trouve qu'elle n'a pas su raccrocher les wagons
entre le tome 2 et le tome 3. C'est-à-dire qu'elle a eu énormément de mal à remettre en contexte et à faire des rappels sur ce qui s'était passé pour justement que ce soit compréhensible pour le lecteur. Elle venait, je pense, de finir le tome 2, c'était quand même très frais dans sa tête. Elle a directement embrayé sur le tome 3, donc je pense qu'elle les a écrits comme si c'était un seul et même livre, et ce qui fait que nous, qui avons attendu en plus la traduction, on a quand même lu le livre il y a plus de 6 mois en arrière, et refaire popper des personnages comme ça qui avaient une toute petite, mais vraiment une toute petite partie de présence dans le tome 2, c'est très compliqué pour nous de se rappeler de qui est qui. En plus de ça, elle ne maîtrise absolument pas les premiers passages de dialogue. C'est un enfer, on ne sait pas où se situent les personnages, qui sont qui parle à qui. Vraiment, c'était très laborieux à lire. Et les descriptions de tous les moments d'action sont toujours et encore un peu brouillons. Je critique beaucoup ce livre et cette écriture, mais tout simplement parce que j'en attendais beaucoup. Mais par contre, à partir du chapitre 15-16 et surtout au moment où on arrive au chapitre 20-25, là j'ai vraiment réussi à replonger dans son roman et j'ai pris le même plaisir qu'au premier livre. Vraiment j'ai retrouvé cet univers addictif, ce qui fait que j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est dommage parce que vraiment s'il y avait eu tout ce travail éditorial de réécriture, si on avait repositionné les personnages, si on avait repositionné les événements dans la temporalité, si on avait fait tous ces rappels là, et ben ça aurait pu être un coup de cœur, hein, vraiment. Et c'est ça qui me dérange avec les livres de Rebecca Yarros, c'est que à chaque fois j'entrevois et j'aperçois le potentiel du livre, mais ça tombe à l'eau. C'est dommage, hein. Au début on nous a mis cette fois-ci du coup un petit récapitulatif des personnages, mais c'est pas... il n'est pas complet, il manque la couleur des dragons, il manque la race des dragons, il manque énormément de personnages, bref, c'est dommage. C'est dommage, mais je vais quand même continuer cette saga parce que je passe quand même un certain plaisir en fait à relire les livres. Alors je sais que le tome 4 va sortir après un certain bout de temps. Il me semble qu'elle veut faire une sacrée pause avant de sortir le tome 4, ce que je comprends. Peut-être, si j'ai la motivation, que je relirai les 3 premiers ou alors je les écouterai en audio pour justement... arriver à repositionner toutes les actions, tous les personnages, tout le cadre, parce que si elle démarre le tome 4 comme elle a démarré le tome 3, ça va être une torture et je sais pas si je vais avoir la motivation quoi. Et enfin, j'ai fini le mois avec le tome 2 de Curious Tides, donc d'autres cieux mystérieux. J'avais adoré le tome 1, c'est une Dark Academia où on va suivre une jeune femme qui, au début de l'été, en fait, avant la nouvelle année scolaire, elle s'est retrouvée dans une grotte avec pas mal de ses amis et c'est la seule survivante. Il y a eu une marée qui les a tous emportés, ils ont tous disparu, c'est la seule qui a été retrouvée sur le rivage. Et depuis ce jour-là, elle, qui est une piètre guérisseuse, hein, avec quand même assez peu de pouvoir, se retrouve avec visiblement les pouvoirs de ses camarades. Et pour pouvoir faire face à cette situation, elle va demander de l'aide à Baz. Baz qui est le frère de sa meilleure amie qui est décédée justement pendant cet accident. Pour rajouter un peu plus de mystère à tout ça, de temps en temps, il y a les corps de ses camarades qui sont rejetés par la mer, qui reprennent vie et qui remeurent quelques minutes après. Ils vont donc mener l'enquête et découvrir que leur académie cache bien des mystères. En plus d'une société secrète inconnue, il y a des pouvoirs et des enjeux assez mystérieux qui sont révélés. J'avais adoré le tome 1, on est sur un récit young adulte, donc c'est édité chez Big Bang. Vraiment, j'ai été subjuguée par que ce soit la plume, l'univers, le contexte magique, la politique, enfin bref, j'avais vraiment tout adoré là-dedans. Et quand le tome 2 est sorti, je l'ai demandé en service de presse et ils me l'ont gentiment envoyé. Vraiment, merci beaucoup Big Bang pour ça. J'ai adoré le tome 2, vraiment, je l'ai dévoré, mais vraiment à une rapidité. Comparé en plus à Onyx Storm, vous passez d'une police d'écriture rikiki à une police d'écriture comme ça. Les chapitres sont assez courts, ils s'enchaînent hyper vite, hyper bien. Là, on est sur un roman choral. Je sais plus si dans le tome 1, on avait plusieurs points de vue. Il me semble, mais j'en suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, là, on va passer sur 3 points de vue différents. Non, même plus, 4 voire 5. Ouais,
4 voire 5. Bref, un bonheur à lire. J'ai très hâte de lire le 3e et dernier tome parce qu'il faut savoir que de base c'était une duologie. Mais quand l'autrice a écrit le tome 3, elles se sont mis d'accord avec son éditrice pour justement faire un 3e tome. Et merci parce que j'avais pas envie de quitter l'univers au bout de 2 livres. Ça en est terminé maintenant de mon bilan lecture. On va passer à 3 sorties qui m'intéressent. Il y en a un que j'ai déjà commandé, j'attends qu'il soit livré dans ma librairie, c'est La Mémoire des eaux de Margot Le Ten. Et vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir. On est sur une dark fantasy où on va avoir en fait des peuples fae qui se combattent entre eux, si j'ai bien compris, avec des humains qui décident de rentrer un petit peu dans l'équation. Et on va avoir une jeune femme qui va faire... je vous avouerai que je me suis pas trop renseignée. Ça fait un moment que j'ai pas lu le résumé et j'ai pas trop envie de me rafraîchir les idées dessus. Mais il me semble que du coup on va avoir une jeune femme qui va passer un pacte justement pour avoir une magie spéciale afin de... Mais je sais que c'est une magie avec les eaux. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et en fait, je pense que ça va suffire parce que c'est le genre de récit, en plus c'est une autrice française que j'ai envie vraiment de découvrir et de m'immerger dedans. J'adore la dark fantasy, j'adore la fantasy adulte de manière générale, donc voilà. La 2e sortie, c'est Heat of the Everflame. Je l'ai déjà commencé, voilà. Je l'ai commencé hier, j'ai pas lu grand chose pour le moment, mais je viens de vous parler du tome 2 juste avant. Vous savez à quel point j'adore cette saga, je vais pas me répéter. Il est sorti le 3 juillet. Voilà, j'ai très hâte de voir comment ça se finit et j'ai très hâte d'avoir la fin de la... D'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis à la fin la saison à laquelle ça ressort ou pas? Non. Non. Ils n'ont pas dit la suite cet automne ou cet hiver. Ah, ils n'ont pas mis. Bref. Tant pis, dommage, mais j'ai trop hâte de le lire et j'ai trop hâte de savoir la fin pour clôturer cette saga qui va être, je le répète encore une fois, j'en suis sur une saga coup de cœur. Et le 3e tome qui sort et qui m'intéresse, c'est 4e et dernier tome de la saga Une braise sous la cendre qui est enfin traduit en France. Je vais pas vous en faire le résumé, je crois que je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois dans mes précédentes vidéos. En plus de ça, on est quand même sur une saga qui est assez connue, on va pas se le cacher. Mais voilà, le 4e tome sort enfin. Il n'avait jusque-là jamais été traduit. Ils avaient traduit les 3 premiers tomes, mais jamais le 4e. Donc ça y est, c'est chose faite. Ceux qui avaient adoré la saga et qui n'avaient pas pu la terminer parce qu'ils ne parlent pas anglais ou ne lisent pas anglais, ça y est, c'est bon, vous pouvez sauter sur l'occasion. J'ai hâte de le commencer, vraiment à chaque fois que je le dis, à chaque fois que je le sors pas. Je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire d'août, justement pour me forcer à le lire, puisque je suis ce genre de personne qui, quand elle fait des piles à lire, elle les lit forcément. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ce sera donc pour cette semaine une vidéo assez courte. Je vous remercie fortement de m'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, à me dire du coup votre bilan lecture. Est-ce qu'on en a en commun encore une fois ou pas du tout? Et surtout à me dire quels sont les livres que vous attendez avec impatience la suite. En fait à chaque fois moi tous les ans je me dis ça serait bien que je finisse des sagas et en fait... Je commence des sagas, je lis la moitié de la saga et j'en commence une autre et je suis à fond dans cette nouvelle saga et je lis la moitié. Et j'ai un nombre de sagas commencées absolument incroyable. Vraiment, je sais que Sonia, tu vas encore passer par là, tu vas dire mais comment tu fais pour te rappeler de tout? Je ne m'en rappelle pas. J'essaye de raccrocher les wagons au fur et à mesure, mais la plupart du temps, je ne m'en rappelle pas, sache-le. Et bref, j'espère pouvoir profiter de cet arrêt maladie pré-congé maternité et de ce congé maternité qui suivra pour essayer de clôturer un maximum de mes sagas commencées. Ça serait bien. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un tag bilan mi-année. Je vous dis à très vite et vous fais de gros bisous.